Mon frère a mis ma femme enceinte, alors j'ai fait la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas, j'ai effacé toute ma famille de ma vie. Pas de dispute, pas d'explication, juste un silence si assourdissant qu'il les a détruits. Je suis biochimiste. Je travaille avec des expériences contrôlées, des réactions prévisibles, des résultats mesurables. On pourrait penser que cela prépare à n'importe quoi. Ce n'est pas le cas. Je suis rentré du travail un mardi. Une journée normale. Il n'y avait pas de bouchon sur le périph'. Je me suis arrêté pour prendre de l'essence, j'ai réfléchi à ce que j'allais préparer pour le dîner. Tout était d'une normalité presque agressive et banale. Chloé était assise à la table de la cuisine quand je suis entré. Elle ne cuisinait pas, elle n'était pas sur son téléphone, elle était juste là, les mains croisées, à fixer le vide. Ses yeux étaient rouges, mais elle ne pleurait plus. Elle avait déjà passé ce cap. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. J'ai posé ma sacoche. Je suis resté là, j'ai attendu. Je suis enceinte. J'ai senti mon cerveau essayer de faire des calculs. Nous avions fait attention. Nous n'essayions pas d'avoir un enfant, mais bon. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai ouvert la bouche pour demander de combien de temps elle était enceinte, ce qu'elle voulait faire, les questions normales que l'on pose à sa femme. Elle m'a coupé la parole. C'est de Maxime. Ce qu'il y a de particulier avec le choc, c'est que c'est silencieux. Les films se trompent. Il n'y a pas de musique dramatique. Pas de ralenti. Juste cette pause étrange où votre cerveau essaie de classer une information pour laquelle il n'a pas de dossier. Je n'ai rien dit. Elle a continué. Ça fait quelques mois. Je le garde. Et avant que tu ne poses la question, oui, tes parents sont au courant. Nous avons fait une réunion hier. Elle disait ça comme si elle récitait une liste de courses. De manière clinique, répétée. J'ai fini par trouver mes mots. Qui était à cette réunion? Toi, Maxime. Ta mère et ton père. Pas moi? Non, pas toi. Je suis allé dans le salon, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma mère. Chloé m'a suivi, hésitant dans l'encadrement de la porte comme si elle ne savait pas si elle devait rester ou fuir. Maman a décroché à la deuxième sonnerie. Mon chéri, je pensais justement à toi. Comment s'est passée ta journée? Je sais, ai-je dit. Le silence s'est étiré. Puis sa voix a changé. Prudente. Mesurée. Le ton que l'on prend quand on avance en terrain miné. D'accord. D'accord. Écoute, Julien, il faut qu'on en discute en famille. Ce sont des choses qui arrivent. C'est compliqué, mais la famille reste la famille. On ne peut pas laisser ça détruire tout le monde. J'ai entendu mon père en fond. Dis-lui qu'on va tous s'asseoir autour d'une table. Qu'on va arranger ça. Tu as entendu, a demandé ma mère. On va trouver une solution tous ensemble. Ensemble, ai-je répété. Vous quatre, vous avez déjà trouvé la solution. Sans moi. Ce n'est pas. On essayait juste de. Elle bafouillait. Maintenant, il faut penser à ce qui est le mieux pour tout le monde. Tout le monde. J'ai entendu ce qu'elle ne disait pas. Tout le monde sauf moi. J'ai raccroché. Chloé me fixait. Qu'est-ce ce que tu vas faire? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. 6 ans de mariage. Je pensais connaître cette personne. Je pensais connaître mon frère. Je pensais connaître mes parents. Il s'avère qu'on peut vivre toute sa vie entouré d'inconnus. Rien, ai-je dit. Je suis passé devant elle pour aller dans la chambre. J'ai sorti mon vieux sac de sport du placard. J'ai commencé à y fourrer des vêtements, mon ordinateur portable, mes chargeurs, mes documents importants du classeur, ma brosse à dents, mon passeport. De façon méthodique, calme. Qu'est-ce ce que tu fais? Sa voix montait maintenant. La panique s'installait. Il faut qu'on en parle. Tu ne peux pas juste. J'ai fermé le sac, je suis repassé devant elle. Elle m'a attrapé le bras. S'il te plaît, dis quelque chose. Crie-moi dessus. Dis-moi que je suis une personne horrible. Dis juste quelque chose. J'ai regardé l'endroit où sa main agrippait ma manche, puis son visage. Elle voulait une réaction. Ils la voulaient tous. Ils me voulaient en colère, brisé, ou prêt à négocier.
Ils voulaient que je me batte pour une place à une table où ils avaient déjà décidé que je n'avais pas ma place. J'ai dégagé mon bras, j'ai pris mes clés de voiture. Attends, a-t-elle dit. Où vas-tu? Je n'ai pas répondu, j'ai franchi la porte, je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur. En reculant de l'allée, je l'ai vu sur le pas de la porte, le téléphone déjà à l'oreille, appelant quelqu'un. Probablement ma mère. Probablement Maxime. Probablement eux tous. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que je n'atteigne le bout de la rue. Maman, refusé. Papa, refusé. Maxime, refusé. Chloé encore, refusé. Ils appelaient à tour de rôle, encore et encore. L'écran s'illuminait comme une machine à sous. Leur nom défilait, désespéré, confus, commençant à réaliser que je n'allais pas répondre. J'ai conduit pendant 20 minutes, le téléphone vibrant constamment dans le porte-gobelet comme une chose vivante et frénétique. Je me suis finalement garé sur le parking d'une station-service Total. Je suis resté là, le moteur tournant, à fixer l'écran. 15 appels en absence, 8 messages vocaux, des SMS qui s'empilaient plus vite que je ne pouvais les lire. Rappelle-moi s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Ne fais rien de stupide. Tu es bouleversé, je comprends, mais on est une famille. La famille. J'ai ouvert les paramètres de mon téléphone. La sonnerie continuait, mais mes mains étaient stables. Je savais exactement ce que j'allais faire. J'ai commencé par le contact de ma mère. J'ai maintenu mon pouce sur son nom jusqu'à ce que le menu apparaisse. Bloqué. Confirmé. Puis mon père. Bloqué. Maxime. Bloqué. Chloé. Bloqué. J'ai passé en revue toute ma liste de contacts. Tante, oncle, cousins de la famille, amis qui me connaissaient depuis l'enfance. Quiconque prendrait leur parti ou essaierait de faire la médiation, quiconque leur dirait où j'étais. Bloqué. 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 Mon pouce bougeait en pilote automatique. Le téléphone a cessé de sonner. Le silence a été immédiat et absolu. Ensuite, j'ai appelé mon opérateur téléphonique, j'ai patienté via le menu automatisé, j'ai eu un conseiller. J'ai besoin de changer de numéro ce soir. Puis-je vous demander pourquoi, monsieur? Non. Pause. D'accord, je peux traiter ça pour vous. Le nouveau numéro sera actif d'ici 2 heures. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, j'ai conduit jusqu'à un appart-hôtel de l'autre côté de Strasbourg, j'ai payé en espèces pour une semaine. Le réceptionniste n'a posé aucune question. Chambre 234. Des cadres génériques au mur. Un lit avec trop d'oreillers. Je me suis assis au bord et j'ai fixé mon téléphone. 2h17 jusqu'à ce que le nouveau numéro s'active, jusqu'à ce que je devienne injoignable. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de ça, j'ai fait des listes. Jour 2. J'ai appelé mon laboratoire, j'ai parlé à mon directeur de recherche. J'ai besoin de poser des congés. J'ai 3 semaines de RTT et congés payés de côté. Tout va bien, Julien? Problème familial. Je reviendrai. Prends le temps qu'il te faut. J'ai conduit jusqu'à ma banque, je suis allé voir un conseiller financier, pas un guichetier, je lui ai expliqué que je devais ouvrir un nouveau compte individuel et transférer des fonds de mon compte joint. Elle m'a demandé si mon épouse était au courant. Nous nous séparons. Je prends exactement la moitié. C'est légal. Elle a hoché la tête. Elle a imprimé les formulaires, j'ai signé. À midi, mon salaire était redirigé et la moitié de nos économies communes reposait sur un compte auquel seul moi avais accès. Net, mathématiquement équitable, inattaquable. La mutuelle ensuite. J'ai retiré Chloé de ma mutuelle santé, de l'assurance auto, de tout. Le conseiller m'a demandé si je voulais attendre que le divorce soit prononcé. Non, retirez-la aujourd'hui. Ensuite, je me suis assis dans ma voiture et j'ai consulté les registres de propriété sur mon téléphone. La maison. Je l'avais achetée 2 ans avant notre mariage. J'avais renégocié le prêt après le mariage, mais je n'avais jamais ajouté son nom sur l'acté de propriété. J'avais l'intention de le faire, je n'en avais jamais pris le temps. Quelle chance. J'ai cherché des avocats spécialisés en divorce, j'ai lu les avis, j'ai choisi le cabinet le plus réputé et le plus cher du centre-ville, le genre qui s'occupe des cadres dirigeants et ne pose pas de questions stupides. Le
Elle n'obtient rien de plus que ce que la loi exige, c'est à sans grave dire rien de ma part. La maison est à moi. Pas de prestations compensatoires, aucune communication. Tout passe par vous. Et votre frère? Vos parents? Non pertinent pour le divorce. Elle a pris des notes. Ça va coûter cher. Je m'en fiche. La plupart des gens veulent clore le chapitre, une conversation, quelque chose. Pas moi. Elle m'a observé, puis a hoché la tête. Je peux travailler avec ça. Donnez-moi 48 heures. Jour 4. J'organisais des dossiers dans ma chambre d'hôtel quand mon téléphone a vibré. Nouveau numéro. Seules 3 personnes l'avaient. Mon patron, mon avocate, et la réception de l'hôtel. C'était l'avocate. Les papiers sont déposés. Un huissier les a délivrés il y a 1 heure. Requête en divorce et mise en demeure de quitter les lieux sous 1 mois. La maison est à vous légalement. Elle a 30 jours pour libérer les lieux. Bien. Elle va vouloir vous parler. Non. Ma famille va essayer de me contacter. Renvoyez-les aux documents légaux. N'entrez pas dans leur jeu, compris. Pause. Vous êtes très calme face à tout ça. J'ai pris ma décision. Maintenant, je l'exécute. Elle a presque ri. La plupart des clients s'effondrent. Vous êtes efficace. Merci. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai supprimé Facebook. Pas désactivé, supprimé. J'ai demandé la suppression complète du compte. Instagram, pareil. LinkedIn, disparu. Twitter, je ne l'utilisais jamais, mais supprimé quand même. Mon adresse mail personnelle, celle connectée à la famille, aux vieux amis, à tout le monde de mon ancienne vie. J'ai changé le mot de passe pour des caractères aléatoires que je n'ai pas pris la peine de mémoriser. Puis j'ai supprimé les options de récupération. Je me suis verrouillé de mon propre compte définitivement. J'ai créé un nouvel email. Format de nom différent. Professionnel. Anonyme. 3 heures de travail. Une identité numérique entière effacée. Semaine 2. La secrétaire de mon laboratoire a appelé sur mon portable. Votre femme est passée. Elle pleurait. Elle a demandé où vous étiez. Que lui avez-vous dit? Rien. Mais elle est insistante. Si quelqu'un de ma famille contacte le labo, donnez-leur le numéro de mon avocate. Ne leur dites rien d'autre. Compris. 1 heure plus tard, mon avocate m'a appelé. Votre femme est venue à mon cabinet. Votre frère aussi, séparément. Les 2 veulent vous parler. Non. Vos parents ont envoyé une lettre officielle demandant une médiation familiale. Le divorce suit son cours tel que déposé. Pas de médiation. Votre frère a envoyé une lettre de 7 pages. Manuscrite, très personnelle. Voulez-vous que je vous la fasse suivre? J'y ai réfléchi pendant exactement 3 secondes. Passez-la à la déchiqueteuse. Silence à l'autre bout du fil. Alors vous êtes sérieux? Complètement. D'accord. Elle avait l'air presque impressionnée. Je m'en occupe. Cet après-midi-là, j'ai trouvé un appartement. Une autre ville. Toulouse. Assez loin de Strasbourg pour que ça compte. Assez proche du pôle scientifique pour être muté au sein de mon entreprise. J'ai postulé en ligne, la vérification de solvabilité est revenue impeccable. J'ai signé un bail à distance. En 2 semaines, j'avais tout démantelé. Nouveau numéro, nouveau compte, nouvelle ville, nouvelle vie, tout était prêt. J'ai chargé ma voiture un dimanche matin. Tout ce que je possédais tenait facilement dans le coffre. Il s'avère qu'on n'a pas besoin de grand-chose quand on repart à zéro. J'ai quitté la ville à l'aube. L'autoroute était vide, la radio éteinte, juste le bruit du moteur et mes pensées. Après 3 heures de route, je suis passé devant un panneau d'affichage. Une publicité pour un restaurant montrant une famille de plusieurs générations riant autour d'une grande table. De grands visages souriants. Créer des souvenirs ensemble écrits en lettres cursives. J'ai regardé la date sur mon tableau de bord. Le 15 novembre. Les fêtes de Noël approchaient à grands pas. Ils devaient déjà être en train de les planifier. Le chapon, le plan de table. Ils essayaient probablement de trouver comment gérer ma présence. Ce qu'ils diraient,
Comment ils expliqueraient? J'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai continué à rouler. Ils finiraient par trouver une solution. Toulouse est faite de briques roses, baignée de chaleur, et n'a rien à voir avec la grisaille de chez moi. C'est exactement pour ça que je l'ai choisi. J'ai été muté au sein de mon labo, dans une autre branche, avec le même titre. Mon nouveau directeur a demandé pourquoi j'avais déménagé. J'ai dit un nouveau départ, et il n'a pas insisté. Les gens font ça en général. Ils sentent les murs et restent de leur côté. J'ai trouvé une salle de sport. J'ai trouvé un café qui servait un espresso correct. J'ai trouvé une psychologue. La psy, c'était mon idée, pas parce que je m'effondrais. Ce n'était pas le cas. Mais je voulais anticiper. Traiter les choses proprement. M'assurer que je n'étais pas juste en train de fuir. Vous semblez très organisé par rapport à tout ça, a-t-elle dit lors de notre première séance. Je suis un scientifique. L'organisation, c'est mon métier. Même avec les traumatismes. Surtout avec les traumatismes. Elle a demandé si je me sentais en colère. Je lui ai dit que je me sentais lucide. Elle a pris des notes. Nous avons continué à nous voir. Mon avocate m'appelait tous les mercredis. Des appels de mise à jour. Elle disait que c'était nécessaire pour le suivi du dossier. Semaine 3. Votre femme a engagé un avocat. Elle veut discuter des termes de l'accord. Les papiers sont clairs. Il n'y a rien à négocier. Elle demande si vous accepteriez de reconsidérer la chose. De lui parler, juste une fois. Non. Semaine 5. Vos parents ont engagé un avocat. Ils ont envoyé une demande formelle pour une médiation familiale. Le divorce suit son cours tel que déposé. Rien d'autre. Votre frère a envoyé une autre lettre. Plus longue cette fois. Déchiqueteuse. Semaine 6. Ils appellent mon secrétariat tous les jours. Votre mère est insistante. Continuez à tout documenter. Les appels sont devenus une routine. Le mercredi après-midi, 10 minutes de mise à jour clinique sur des gens que je connaissais autrefois. J'écoutais ça comme on écoute la météo d'une ville qu'on ne visitera jamais. Décembre est arrivé. La psychologue m'a interrogé sur les fêtes. Noël est la semaine prochaine. Vous avez des projets? Je fais du bénévolat au Resto du Cœur. Ensuite, un plat thaï à emporter et un match de rugby à la télé. Votre famille s'attendra à vous voir. Ils peuvent s'attendre à ce qu'ils veulent. Est-ce que ça vous dérange? Non. Elle a attendu. Je n'ai pas développé. Elle a noté quelque chose. Le matin de Noël, je me suis présenté au centre d'hébergement à 6 heures. J'ai servi des repas jusqu'à 14 heures. Les gens là-bas étaient reconnaissants, authentiques. Pas de comédie, pas de but caché, juste la faim et la gratitude. J'ai pris mon traiteur asiatique en rentrant. J'ai regardé le Stade Toulousain perdre. Je me suis endormi sur le canapé. Calme, paisible, exactement ce que je voulais. Je n'ai eu des nouvelles de leur Noël que 3 mois plus tard. J'étais à la terrasse d'un café quand quelqu'un a prononcé mon nom. Il m'a fallu une seconde pour le remettre. Thomas, un ami de la fac. Je ne l'avais pas vu depuis 5 ans. Putain de merde, a-t-il dit. Ça fait des mois que j'essaie de te trouver. J'ai désigné la chaise vide. Il s'est assis. Tu t'es volatilisé comme ça, complètement. Ta famille n'a aucune idée d'où tu es. Je sais, mec. Ta mère est en train de perdre la tête. J'ai bu une gorgée de mon café, je n'ai rien dit. Thomas a continué. Je les ai vus à Noël. C'était brutal, mec. Ta mère n'arrêtait pas de mettre un couvert pour toi. Ton père a bu la moitié d'une bouteille de whisky. Personne ne savait quoi dire. D'accord. Il m'a dévisagé. C'est tout? D'accord? Qu'est-ce ce que tu veux que je dise? Je ne sais pas, un truc. C'est ta famille. Ta mère appelait ton ancien numéro toutes les heures. Il est hors service. Je sais. Bordel de merde. Il a passé la main dans ses cheveux. Qu'est-ce ce qui s'est passé? Les gens disent que tu es juste parti. Pas d'explication. Rien. C'est exact. Pourquoi? J'ai réfléchi à la quantité de détails que j'allais lui donner.
Alors, tu as juste fini avec eux, pour toujours? Oui. Tu ne trouves pas que c'est extrême? Non. Nous sommes restés assis en silence. Il luttait avec quelque chose. Finalement, ton frère a perdu son boulot. Un truc avec cette histoire qui a fuité. Les gens parlent, tu sais comment c'est. Tant mieux pour eux. Ça ne t'importe pas? Pourquoi ça m'importerait? Il s'est adossé à sa chaise, m'observant comme s'il voyait une créature qu'il ne reconnaissait pas. Tu as changé. Je vais mieux. Tu ne te soucies même pas de ce qui leur arrive. Je ne pense pas assez à eux pour m'en soucier. Il s'est levé, m'a regardé comme s'il m'avait poussé une deuxième tête. C'est glacial, mec. Même pour ceux qui l'ont fait. Si tu le dis. Tu vas revenir? Un jour? Non. La finalité de la chose a semblé le frapper à ce moment-là. Son expression est passée de la confusion à autre chose. Perturbé, peut-être, comme s'il venait de réaliser qu'il parlait à quelqu'un capable d'une chose qu'il ne pouvait pas concevoir. C'est quand même ta famille, a-t-il dit doucement. C'était ma famille. Je me suis levé, j'ai jeté mon gobelet. Ravi de t'avoir revu, Thomas. Je suis parti, je ne me suis pas retourné. Mon téléphone a vibré 20 minutes plus tard. Un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas, c'est Thomas. J'ai eu ton numéro sur le LinkedIn de ta nouvelle boîte. Je n'aurais pas dû insister, mais mec, il s'effondre. Ta mère n'arrive plus à dormir. Ton père a l'air d'avoir pris 10 ans. Tu ne ressens rien? J'ai fixé le message, j'ai pensé à le bloquer. Au lieu de ça, j'ai répondu, je me sens très bien. C'est bien là le but. Je l'ai bloqué quand même. Mon avocate a appelé le mercredi suivant. L'ex-femme de votre frère a accouché. Une fille. Légalement, je suis tenu de vous en informer puisque vous étiez mariés au moment de la conception. Je ne suis pas sur l'acté de naissance. Correct. Votre frère est déclaré comme le père. Alors ça ne me concerne pas, elle a inclus une photo. J'ai fait une pause. Je n'ai rien ressenti. Déchiqueteuse. Long silence. Puis, d'accord. Autre chose? Votre père a eu une alerte de santé. Un petit problème cardiaque. Votre mère a trouvé l'adresse de mon cabinet, je ne sais comment. Elle a envoyé une lettre. Est-il mort? Non. Alors ça ne me concerne pas, une autre pause. Vous êtes conscient que cela vous fait paraître très froid? Oui. Je ne suis pas froid. J'ai juste tourné la page. Elle a soupiré, l'a noté dans le dossier. J'ai raccroché, je suis retourné au travail. Ce soir-là, en thérapie, j'ai parlé à ma psy de Thomas. Qu'il avait dit que j'étais extrême. Que la famille, c'est la famille. Qu'en pensez-vous? Je pense que la famille est un choix. Ils ont choisi. Moi aussi. Avez-vous des regrets? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Seulement de ne pas avoir vu qui ils étaient plus tôt. Elle a hoché la tête. Elle a fermé son carnet. Je pense que nous pouvons passer à des séances mensuelles. Vous gérez cela d'une manière saine. Vous ne fuyez pas quelque chose. Vous courez vers quelque chose de meilleur. J'ai quitté son cabinet en me sentant plus léger. À 3 régions de là, ma mère composait un numéro hors service pour la 100e fois. Je ne le savais pas alors. Et ça n'aurait eu aucune importance si je l'avais su. 6 mois plus tard. Mon avocate m'a appelé un jeudi au lieu d'un mercredi. Le divorce est prononcé. Votre ex-femme a libéré les lieux. La maison a été vendue la semaine dernière. Signature à distance, comme vous l'aviez demandé. Votre part est en cours de virement sur votre compte. Bien. Elle a emménagé avec votre frère chez vos parents. J'étais à mon bureau au travail. J'ai fait pivoter ma chaise pour regarder par la fenêtre. D'accord. C'est tout ce que vous voulez dire? Que dire de plus? Elle a expiré. Rien. Je suppose que je vais vous envoyer les documents finaux. J'ai raccroché et je suis retourné à mon séquençage de protéines. Les échantillons ne se souciaient pas de ma vie personnelle. J'aimais ça dans la science. Décembre est arrivé vite. Le laboratoire a organisé une fête de fin d'année. Facultatif, sans chichi. J'y suis allé,
J'ai bu 2 bières, j'ai discuté avec une femme du département d'immunologie de ses recherches. Elle s'appelait Élodie. Elle était intelligente, il était facile de lui parler. Nous avons échangé nos numéros. La semaine de la Saint-Sylvestre, quelques-uns d'entre nous qui n'avaient pas de famille dans le coin ont fait un réveillon du Nouvel An entre collègues dans l'appartement de l'un d'eux. Buffet partagé, mauvais film, aucune pression, pas de comédie à jouer. J'ai apporté une tarte du supermarché. Tout le monde s'en fichait qu'elle ne soit pas faite maison. Nous avons joué aux cartes jusqu'à minuit. Je suis rentré chez moi juste assez éméché pour me sentir bien, assez sobre pour conduire en sécurité. J'ai dormi jusqu'à 10 heures le lendemain matin. Le meilleur réveillon que j'avais passé depuis des années. Janvier. Mon avocate m'a appelé. Retour au mercredi. Votre ex-femme a eu le bébé. Une fille. Je suis légalement tenu de vous en informer car j'étais à la salle de sport. Je suis descendu du tapis roulant. Je ne suis pas sur l'acté de naissance. Correct. Votre frère est désigné comme le père. Alors ce ne sont pas mes affaires. Elle a envoyé une photo et une lettre. Voulez-vous que je vous les fasse suivre? Non. Déchiquetez les deux. Vous êtes certain? Complètement. Pause. Très bien. C'est noté. Je suis remonté sur le tapis roulant. J'ai fini mes 8 kilomètres. Le bébé existait quelque part dans le monde. Tant mieux pour elle. J'espérais qu'elle aurait une meilleure famille que la mienne. Je n'ai plus repensé à elle. Février. Thomas m'a envoyé un email. J'avais oublié que je n'avais pas bloqué son adresse mail. Salut mec. Je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles, mais je me suis dit que tu devais savoir. Tes parents n'ont pas l'air en forme. Ta mère est sous médicaments. Ton père a eu un autre problème cardiaque. Pas majeur, mais quand même. Ils ont pris 10 ans en 6 mois. En plus, ton frère et Chloé n'arrêtent pas de se disputer. Le bébé pleure tout le temps. C'est un bordel monstre là-bas. Je pensais juste que tu devais le savoir. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas bloqué non plus. Il était assez distant pour être inoffensif. Assez proche pour me tenir informé sans rien exiger de moi. Mars. J'ai revu Élodie, l'archiviste. Elle était venue à une conférence publique à l'université sur la préservation biochimique des documents historiques. Nous avons pris un café après. Elle était calme, réfléchie, ne parlait ni trop ni pas assez. Au 3e rendez-vous, elle a demandé pourquoi j'avais déménagé à Toulouse. Je lui ai tout raconté. La liaison, la grossesse, la réunion de famille sans moi, leur vote, mon départ. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a dit, « Tu penses que tu te réconcilieras un jour avec eux? » Non. Tu les détestes? Non, je n'ai juste plus de place pour eux. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas essayé de réparer ça ni de le remettre en question. Elle a juste compris. Nous avons continué à nous voir. Avril. J'ai été promu. Chercheur principal, meilleur salaire, meilleur projet. Mon directeur a dit que j'avais impressionné tout le monde par ma concentration. J'ai fêté ça en emmenant Élodie dans un bon restaurant. Elle a rencontré certains de mes collègues. Ils l'ont bien aimé. J'ai réalisé que j'étais en train de construire quelque chose de vrai ici, quelque chose de stable. La thérapie est passée à des suivis mensuels. J'allais bien, je dormais bien, pas de pensées intrusives, pas de colère, juste une avancée vers l'avant. Vous avez géré cela d'une manière remarquablement saine, a dit ma psy. La plupart des gens dans votre situation seraient encore en train de lutter. La plupart des gens y seraient probablement retournés. Oui, ils le font généralement. Je ne suis pas la plupart des gens. Non, a-t-elle convenu. Vous ne l'êtes pas, mais... Thomas a encore envoyé un email. Ton père a fait une crise cardiaque. Une vraie, cette fois. Il est stable, mais c'était grave. Ta mère est une épave. Elle dit à tout le monde qu'elle veut juste entendre ta voix une fois. Juste une fois. Je sais que tu t'en fiches, mais je te le dis quand même. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai rien ressenti. J'ai pensé à répondre. J'ai décidé de ne pas le faire. Mon père avait fait son choix. Maintenant, il vivait avec les conséquences. Ce n'était pas de la cruauté.
C'était juste la loi. L'échange en valait la peine. Élodie est venue ce soir-là. Je lui ai dit quel jour on était. Comment tu te sens, a-t-elle demandé. Bien. Vraiment bien. Aucun regret, si ce n'est de ne pas les avoir cernés plus tôt. Elle m'a embrassé. Tu es quelqu'un d'assez incroyable, tu le sais ça? Je ne savais pas quoi répondre à ça, alors je l'ai juste serré dans mes bras. Août. Le mail de Thomas était plus long. Mec, je ne sais même pas pourquoi je te raconte ça, mais ton frère et Chloé ont rompu. Il vit seul maintenant. Il a perdu son boulot. Une histoire de plainte pour faute éthique. Il boit beaucoup. Tes parents essaient de maintenir tout le monde à flot, mais ils s'effondrent même. Ta mère fait une obsession sur le fait de te retrouver. Elle a engagé quelqu'un pour essayer de te traquer. Toute cette histoire les a détruits. Tous. J'imagine que c'était le but, hein? J'ai fixé cette dernière ligne pendant un long moment. Ce n'était pas le but. Le but était la survie. L'instinct de préservation. Mais je pouvais voir comment ça apparaissait de l'extérieur. Je n'ai pas répondu. Mon avocate a appelé 3 jours plus tard, un mercredi, pile à l'heure. Nous avons une situation. Votre mère a engagé un détective privé pour vous localiser. Je l'ai fait stopper par des voies légales, mais ils deviennent désespérés. Je me suis levé de mon bureau, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Désespérés à quel point? Au point de demander des assignations judiciaires. Ils essaient de prétendre qu'ils ont besoin de votre adresse pour des questions de succession et d'héritage. Ça ne marchera pas, mais ils essaient. Que recommandez-vous? Des ordonnances de protection. S'ils continuent, nous documentons tout. Nous rendons légalement impossible pour eux de vous trouver. Faites-le. Vous êtes sûr? Cela rendra toute réconciliation. Il n'y aura aucune réconciliation, jamais. Faites-le. Longue pause. D'accord. Je rédige les documents. J'ai raccroché. J'ai regardé la ville. La brique rose. Rien à voir avec chez moi. Parfait. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Élodie. Dîner ce soir. Tu veux qu'on parle de quelque chose? J'ai souri, j'ai répondu. Bien sûr. Chez toi ou chez moi? Chez moi. 19h, je me suis remis au travail. Peu importe de quoi elle voulait parler, ce serait réel, honnête, pas une manipulation ou un appel désespéré. Ce soir-là, devant des pâtes fraîches qu'elle avait faites elle-même, Élodie a dit, « Je crois qu'ils savent dans quelle ville tu es. » Je me suis arrêté la fourchette en l'air. Quoi? Thomas a posté un truc vague sur les réseaux sociaux en disant qu'il avait revu un vieil ami dans le sud-ouest. Quelqu'un a commenté en demandant si c'était toi. J'ai posé ma fourchette. Comment tu le sais? J'ai fait une recherche sur ton ancien nom. Par curiosité. Je suis désolé. Ce n'est rien. J'ai réfléchi. Il connaissait la région, pas l'adresse, pas mon nouveau numéro. Ils ne pouvaient pas me trouver, mais ils essayaient. Qu'il essaie. Elle a étudié mon visage. Ça ne te fait pas peur? Non. Ils peuvent chercher autant qu'ils veulent. Je suis un fantôme pour eux. Elle a tendu le bras au-dessus de la table, a pris ma main. Bien, a-t-elle dit. Parce que je refuse de te partager avec des gens qui t'ont jeté. J'ai serré sa main. J'ai réalisé que quelque chose s'était transformé en moi. Je ne faisais plus que survivre. J'étais heureux. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je l'ai regardé, je l'ai envoyé sur messagerie. Élodie m'a observé. Ça va? Ouais, ai-je dit. Vraiment. Le téléphone a sonné de nouveau. Le même numéro inconnu. Je l'ai éteint complètement. Quoi qu'il veuille, il n'avait qu'à le vouloir tout seul. 2 ans plus tard. J'ai de nouveau été promu. Directeur de recherche. Ma propre équipe, un meilleur salaire, le genre de poste pour lequel les gens travaillent des décennies. J'ai emmené Élodie dîner pour fêter ça. Elle s'était montrée patiente avec mes longues heures de travail pendant le coup de collier du projet. Patiente avec tout. Vraiment, je suis fier de toi, a-t-elle dit en levant son verre. Je n'aurais pas pu le faire sans toi pour me garder sain d'esprit. Tu étais déjà sain d'esprit. Je me suis juste assuré que tu le restes.
Nous avons trinqué. Je l'ai regardée de l'autre côté de la table, cette femme qui savait tout de moi et avait choisi de rester quand même, et j'ai réalisé que je voulais la garder. Pas de la manière désespérée dont je m'étais accroché à mon ancienne vie. De la manière certaine dont on s'accroche à quelque chose de vrai. Les emails de Thomas continuaient d'arriver tous les quelques mois. Je ne répondais jamais, mais je les lisais. Ton frère est une épave. Il a encore perdu un job. Il travaille à mi-temps dans une salle de sport maintenant. Il boit presque tous les soirs. Il voit à peine la petite. Chloé galère. Mère célibataire. En gros, elle vit encore chez tes parents. Il l'aide avec le bébé, mais tout le monde est malheureux. Elle raconte aux gens que son ex-mari les a abandonnés. Certains la croient. La plupart non. Tes parents ressemblent à des fantômes. Ton père prend 3 médicaments différents maintenant. Ta mère, mec, elle est obsédée. Elle parle encore de toi comme si tu allais revenir. Les gens de leur paroisse savent ce qui s'est passé. Ils sont polis mais distants. Des parias sociaux en gros. Je lisais ces mises à jour comme des bulletins météo. Lointains. Factuels. Pas mon problème. La famille qui avait voté mon éviction était en train de se dévorer de l'intérieur. Je n'éprouvais rien face à ça. Ni satisfaction, ni sentiment de vengeance, juste la confirmation que j'avais fait le bon choix. Septembre. Une invitation est arrivée au cabinet de mon avocate. Ils avaient réussi à obtenir cette adresse, je ne sais comment. Mon cousin Hugo, qui avait toujours été quelqu'un de bien, se mariait. Une invitation officielle, mention plus un incluse. Mon avocate a appelé. Vous voulez ceci? Envoyez une carte cadeau. Sans adresse d'expédition. Je n'irai pas, votre mère y sera. Je sais. Elle espère probablement que je vais me pointer. Je le sais aussi. Alors envoyez une carte cadeau. Rien d'autre. Le mail de Thomas après le mariage était plus long que d'habitude. Ta mère a attendu à l'entrée pendant toute la cérémonie. Elle a scruté chaque personne qui entrait. Ton père n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Quand ils ont compris que tu ne viendrais pas, ta mère est allée aux toilettes et n'est pas ressortie pendant 20 minutes. Ton frère s'est pointé ivre, il a commencé à gueuler sur ton ingratitude. Sur la façon dont tu avais abandonné tout le monde. Le père de Hugo a dû le faire sortir. Les gens étaient mal à l'aise. Tout le monde connaît l'histoire maintenant. Ton cousin a parlé de toi pendant son discours. Il a dit qu'il aurait aimé que tu sois là. Ta mère a commencé à pleurer. C'était brutal. Il tombe en ruine sans toi, mec. Eux tous. J'ai fermé le mail. Je n'ai pas répondu. Élodie lisait sur le canapé. Je me suis assis à côté d'elle. Tout va bien, a-t-elle demandé. Ouais, juste des histoires de famille. Ton ancienne famille. La seule que j'ai. Elle a posé son livre. Tu ne parles jamais d'eux. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ce sont des étrangers qui partagent mon ADN. Elle m'a observé. Tu ne ressens vraiment rien? Même pas de la curiosité? Non. Ils ont fait leur choix. J'ai fait le mien. Nous vivons tous avec. Elle a embrassé mon front. Elle a repris son livre. J'ai réalisé que j'avais dit ancienne famille comme s'il pouvait y en avoir une nouvelle un jour. L'idée ne me faisait pas peur. Octobre. Ma psychologue et moi avons convenu de réduire les séances à une fois tous les 2 mois. Vous êtes l'une de mes réussites, a-t-elle dit. Vous vous êtes éloigné de la toxicité et avez construit quelque chose de sain. Ça demande une force que la plupart des gens n'ont pas, ou de l'obstination. De la force, a-t-elle répété. Ne minimisez pas, j'ai quitté son cabinet et j'ai conduit jusqu'à la bijouterie. J'ai acheté une bague l'après-midi même. Simple, élégante, le genre que Élodie porterait vraiment. Je l'ai demandé en mariage en novembre. Rien d'extravagant. Juste pendant une randonnée dans les Pyrénées, avec vue sur la vallée. Je veux construire une vie avec toi, ai-je dit. Le genre de vie réelle, pas une façade. Elle a dit oui avant que je n'ai fini de parler. Nous avons appelé sa famille le soir même. Ils étaient ravis. Sa mère a pleuré des larmes de joie. Son père a fait des blagues sur le fait qu'il m'avait enfin piégé. Après avoir raccroché, Élodie m'a regardé. Tu veux prévenir ta famille?
Je n'ai pas de... Sa mère m'a interrogé sur ma liste d'invités lors d'un dîner. Juste quelques amis du travail. Pas de famille. Même pas tes parents pour les photos? Élodie m'a serré la main sous la table. Nous sommes brouillés, ai-je dit simplement. De manière permanente. Le visage de sa mère s'est adouci. Je suis désolé. Moi non. La conversation est passée à autre chose. Ils n'ont pas rendu le moment gênant. J'ai apprécié ça. Décembre. 2 ans et demi depuis mon départ. J'étais au travail quand mon avocate a appelé. Votre mère a découvert dans quelle ville vous vous trouvez. Pas votre adresse, mais elle sait que vous êtes à Toulouse. J'ai posé mon café. Comment? Les réseaux sociaux. Une de vos connaissances a posté un message vague. Elle appelle des entreprises pour poser des questions. J'ai tout documenté. Que dit-elle? Qu'elle a besoin de vous trouver. Que c'est urgent. Des raisons médicales. Mon père? Je ne sais pas. Ça pourrait être de la manipulation. Ça l'est probablement. Que recommandez-vous? Les requêtes pour ordonnance d'éloignement sont prêtes à être déposées si elle va plus loin. J'ai déjà envoyé des lettres de mise en demeure. Si elle continue de chercher, nous en faisons une affaire judiciaire. Faites-le. Cela rendra la réconciliation impossible. C'est déjà impossible. Elle ne le sait juste pas encore. Mon avocate est restée silencieuse un instant. Vous allez vous marier, n'est-ce pas? J'ai perçu le changement dans votre voix. Oui. Félicitations. Votre nouvelle famille vous mérite plus que l'ancienne ne l'a fait. Merci. Après avoir raccroché, je suis resté assis à mon bureau, en me disant qu'il se rapprochait. Pas assez près pour que ça compte, mais plus près que je ne l'aurais voulu. Je pouvais déménager à nouveau, changer de ville, rendre la tâche plus ardue. Ou bien je pouvais rester. Leur faire comprendre que même savoir où j'étais ne les aiderait pas. Ce soir-là, j'ai parlé de l'appel à Élodie. Ça t'inquiète, a-t-elle demandé. Non, ils peuvent connaître la ville. Ils ne peuvent toujours pas m'atteindre. Je suis un fantôme. Tant mieux. Elle est restée silencieuse un instant. Parce que je refuse de te partager avec des gens qui t'ont jeté. Tu n'auras pas à le faire. Elle m'a attiré vers elle. Ta mère te cherche. Ton frère s'est détruit. Ton père est malade. Et toi, tu vas très bien. Je vais plus que bien. Je suis heureux. Est-ce que ça ne fait pas de toi quelqu'un de froid? J'ai réfléchi. Peut-être, mais je préfère être froid et heureux plutôt que chaleureux et détruit. Elle m'a embrassé. Argument de poids. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai regardé l'écran. Indicatif de la région toulousaine. Élodie l'a vu. Tu penses que c'est eux? Peut-être. Peut-être du démarchage téléphonique. Il a sonné de nouveau. Le même numéro. Je l'ai renvoyé sur messagerie. J'ai bloqué le numéro. Et s'ils débarquent, a demandé Élodie doucement. Ils ne le feront pas. Ils n'ont pas d'adresse. Et s'ils le faisaient, et alors? Je l'ai regardé. J'ai fermé la porte. Elle m'a cru, car c'était vrai. Le téléphone a sonné à nouveau. Un autre numéro inconnu. Je l'ai éteint. Allons nous coucher, ai-je dit. C'est ce que nous avons fait. J'ai très bien dormi. Quelque part dans une autre région, ma mère appelait tous les laboratoires de recherche de Toulouse en demandant si quelqu'un me connaissait. Elle finirait par découvrir que j'y travaillais. Elle l'avait probablement déjà fait. Ça n'aurait aucune importance. Je m'étais rendu injoignable de toutes les manières qui comptaient. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels en absence de numéros inconnus. Élodie a vu mon visage. Ils intensifient. Qu'ils le fassent. Et s'ils viennent à ton travail? J'ai réfléchi. Alors la sécurité les escortera vers la sortie et je déposerai une demande d'injonction d'éloignement. Tu ne reviendras vraiment jamais en arrière. Jamais. Elle a scruté mon visage, à la recherche d'un doute. D'un regret. Elle n'a rien trouvé. D'accord, a-t-elle dit. Alors on planifie le mariage et on oublie qu'il existe. Ça me paraît parfait. J'ai supprimé tous les messages vocaux sans les écouter.
Quoi qu'il ait voulu dire, ils avaient eu 2 ans pour le faire. Le temps était écoulé. 3 ans. C'est le temps qui s'était écoulé quand j'ai épousé Élodie. Petite cérémonie, sa famille, mes collègues, des amis que je m'étais fait à Toulouse. 50 personnes au total. Tous ceux qui étaient là voulaient y être. Aucune obligation, pas de spectacle, pas de chaise vide nécessitant des explications. Nous nous sommes mariés dans un domaine avec jardin botanique en avril. Élodie portait une robe simple. Je portais un costume que j'aimais vraiment. Son père l'a accompagné jusqu'à l'hôtel. Sa mère a pleuré le bon genre de larmes. Pendant l'échange des vœux, j'ai regardé sa famille au premier rang. Il souriait, sincère. Il m'avait accueilli sans poser de questions, m'avait traité comme si j'avais toujours été l'un des leurs. C'est ce que la famille était censée être. La lune de miel, c'était 2 semaines dans les Pyrénées. La montagne, le calme. Nous avons fait de la randonnée en journée et lu près du feu le soir. Un soir, Élodie regardait des photos sur son téléphone. Des photos du mariage. Elle mène à montrer une de nous en train de couper le gâteau. « Tu as l'air heureux », a-t-elle dit. « Je suis heureux. Il y a 3 ans, tu étais marié à quelqu'un d'autre. Il y a 3 ans, j'étais marié à une étrangère. Je vivais avec des étrangers, en prétendant que c'était une famille. » Elle a posé le téléphone. « Est-ce qu'il t'arrive de te poser des questions sur eux ? » Non. Pas même un peu. Parfois, je me rappelle qu'il existe. Mais c'est de la même façon que je me rappelle que mon ancien appartement existe. Quelque chose qui était pertinent autrefois et qui ne l'est plus. Elle m'a embrassé. Bonne réponse. Nous sommes rentrés avec des nouvelles. Thomas avait envoyé un tout dernier email. J'arrête ces mises à jour. Tu t'en fiches manifestement. Et honnêtement, je comprends maintenant. Mais je pensais que tu devais savoir. Tes parents ont déménagé. Une ville plus petite, une maison plus petite. La santé de ton père ne s'est jamais remise. Ta mère fait 20 ans de plus que son âge. Ton frère a fini par épouser Chloé. Un mariage par culpabilité. Je crois qu'ils ont divorcé 8 mois plus tard. Il travaille à temps partiel dans un magasin de sport. Il vit seul. Le mythe de l'enfant prodige est mort. Chloé élève la petite presque toute seule. Tes parents l'aident, mais l'ambiance est tendue. Elle a des rencarts, mais rien de sérieux. Les gens connaissent l'histoire. Ça la poursuit. La petite a 3 ans maintenant, au cas où tu te poserais la question. Tu ne te la poses probablement pas, mais elle existe. C'est mon dernier email. Prends soin de toi. Je l'ai lu une fois, je l'ai fermé, je n'ai pas répondu. Élodie a vu mon expression. Des nouvelles de chez toi. Pas de chez moi. Juste des nouvelles. Mauvaises pour eux, pas pour moi. Elle n'a pas demandé de détails. C'est pour ça que ça marchait avec elle. Elle comprenait que certaines portes devaient rester fermées. 6 mois après le mariage, Élodie est tombée enceinte. Nous l'avons annoncé à sa famille pendant un dîner. Sa mère a pleuré à nouveau. Son père a fait des blagues sur la façon de sécuriser la maison pour un bébé. Sa sœur a commencé à planifier une fête prénatale. Ils ont demandé si nous l'avions annoncé à ma famille. Nous ne nous parlons pas, ai-je dit simplement. Jamais, a demandé sa mère. Jamais. Elle a touché ma main. Tant pis pour eux. C'était la phrase juste à prononcer. J'ai été promu à nouveau. Niveau directeur maintenant, à la tête de plusieurs équipes de recherche. Le genre de poste dont je n'aurais pu que rêver dans mon ancienne vie. Cette ancienne vie où j'étais trop occupé à gérer les drames familiaux pour me concentrer sur ma carrière, trop occupé à être celui qui est stable, le responsable, celui qui pouvait être sacrifié parce qu'il serait toujours là. Il s'avère que lorsqu'on élimine le bruit de fond, on peut vraiment construire quelque chose. Un soir, au 8e mois de grossesse d'Élodie, j'écrivais dans mon journal. Une vieille habitude de la thérapie. Je continuais à le faire. Les gens pensent que la vengeance doit être bruyante, conflictuelle, un grand discours où vous leur dites exactement comment ils vous ont blessé. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la clôture pour eux. La véritable conséquence est plus simple. Vous cessez simplement d'exister pour eux. Ils voulaient que je me batte, que je discute, que j'exige mieux. Me battre aurait signifié que je pensais encore qu'il en valait la peine.
Je n'ai pas lutté. Je suis juste pas. Ils vivent avec le bruit, la culpabilité, les si, les recherches, l'espoir que je revienne. Moi, je vis dans le calme. Une nouvelle ville, une nouvelle famille, une nouvelle vie. Ils voulaient mon pardon pour pouvoir tourner la page. J'ai tourné la page sans leur pardonner, sans penser à eux. C'est ça, la différence. La vengeance, ce n'est pas de les faire souffrir. C'est de les rendre insignifiants. J'ai fermé le journal, j'ai regardé autour de notre appartement. Les photos de l'échographie d'Élodie sur le frigo. La photo du mariage au mur. Sa famille qui venait dîner le lendemain. Mon collègue qui m'envoyait un texto pour les projets du week-end. Ma vie était bien remplie, chaleureuse, réelle. Tout ce que j'avais laissé derrière moi n'était que cendre. Tout ce que j'avais construit était solide. Élodie est sortie de la chambre, la main sur son ventre. Ça va? Ouais. Je pensais juste à quel point tout est différent. Elle s'est assise à côté de moi. Est-ce qu'il t'arrive de te demander si tu as fait le bon choix? Je l'ai regardé, j'ai regardé la vie que nous avions construite, l'avenir que nous étions en train de créer. Tous les jours, ai-je dit. Et tous les jours, je sais que oui. Elle a souri, m'a embrassé. Bien, parce que je te garde. C'est acté. Nous sommes restés assis là dans un silence confortable, le genre de silence que l'on n'obtient qu'avec les gens qui vous connaissent vraiment. Dehors, la ville continuait sa nuit. Des gens vivaient leur vie, faisaient leurs choix, construisaient leur monde. J'avais construit le mien et cela suffisait. Quelque part, à 3 régions de là, dans une maison qui était devenue trop petite et trop silencieuse, une femme a pris son téléphone. Elle a composé un numéro qu'elle avait mémorisé des années plus tôt. Le numéro qui était autrefois celui de son fils. Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Si vous pensez avoir joint ce numéro par erreur. Elle avait entendu ce message des centaines de fois, peut-être des milliers. Elle a raccroché, a fixé le téléphone. Dans une autre pièce, son mari a pris ses médicaments du soir. Leur autre fils n'avait pas appelé depuis des semaines. Leur petite fille dormait à l'étage. Sa mère, épuisée, dormait dans la chambre d'amis qui était devenue permanente. La femme a regardé de vieilles photos, des cartes de vœux d'il y a des années, une famille qui existait autrefois. Elle s'est demandé pour la 1000e fois où il était, s'il allait bien, s'il pensait jamais à eux. Elle ne le saurait jamais. De retour à Toulouse, j'ai éteint les lumières, je suis allé me coucher avec ma femme, je me suis endormi en pensant à demain, au rendez-vous pour l'échographie, à la couleur qu'on allait choisir pour peindre la chambre du bébé. Pas à eux. Jamais à eux. Je n'avais pas gagné en les détruisant. Ils l'avaient fait eux-mêmes. J'avais gagné en construisant quelque chose de meilleur, et en vivant dedans paisiblement, complètement sans eux.